Donc, pareil, guerre de 5e génération, c'est-à-dire les gens qui vont le répondre, l'utiliser, ils ne sauront même pas ce que ça veut dire, tu vois. Bref. Donc, Twitter est une bombe H de la guerre d'information. C'est pour ça qu'il y a cette obsession avec Elon Musk et Twitter. La guerre de l'information a pour but de manipuler la population en implantant des idées ou canaliser ces dernières afin de pouvoir guider l'opinion publique, tel un berger guide ses troupeaux. Le phénomène psychologique principal utilisé pour manipuler les masses dans les réseaux sociaux, c'est le conformisme, un mécanisme social qui est censé nous aider dans un monde parfait. D'accord ? Petite précision, on va regarder cette vidéo vite fait, juste le début, et je vais vous expliquer la suite. Pour répondre à cette question, nous avons organisé une expérience de caméra cachée pour voir si cette jeune femme finirait par se lever en entendant la sonnerie, simplement parce que les autres le font. Vous pensez peut-être que jamais vous ne le feriez, mais rien n'est moins sûr. Et donc, en gros, là, tout le monde que vous voyez, ce sont des acteurs sauf elle. D'accord ? Et du coup, eux, ils entendent un bip et ils se lèvent. Et sans explication aucune, d'accord ? Ils le font et ils continuent à le répéter jusqu'à ce qu'à un moment, elle, par simple conformisme, elle commence à le faire aussi, sans savoir pourquoi. D'accord ? Mais l'expérience, elle va au-delà de ça, parce qu'avec le temps, tous les acteurs mis dedans, ils partent. Et du coup, là, tu as des nouveaux sujets qui ne sont pas acteurs. D'accord ? Ils ne sont pas acteurs et donc ils commencent à arriver là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette jeune femme, même quand elle est seule, elle continue à répéter la même chose. Et quand vous avez ces nouvelles personnes qui débarquent, et en fait, elle lui demande pourquoi vous vous levez. Elle dit, je ne sais pas, tout le monde le faisait avant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les nouveaux aussi commencent à le faire. Et ils commencent à se lever. Hop, donc voilà, je vais avancer un peu pour... voilà, hop. Donc, il commence à se lever, il y en a d'autres qui arrivent, et en fait, à la fin, là, ce ne sont pas des acteurs, mais tout le monde finit par le faire. Et tous ceux qui ont initié le mouvement, ils n'étaient même plus là. Vous comprenez ? Vous comprenez la puissance du conformisme, comment tu peux implanter l'idée dans la tête de quelqu'un, ensuite ce quelqu'un devient propagateur de l'idée. Le véritable virus, c'est là où il va se coller. Vous comprenez ? Et donc maintenant, on va juste écouter... Toutes ces personnes elles sont convaincues de ne pas être, toutes les personnes sont convaincues de ne pas être manipulables. Au-dessus de la manipulation et de la pression psychologique qui peut être exercée sur eux. Avant de se faire prendre. C'est clair. Écoutons un petit peu, écoutons. Les raisons. De Pennsylvanie. Ce comportement de meute intériorisée, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. Dès le plus jeune âge, dès que nous voyons un de nos congénères faire quelque chose, notre cerveau nous envoie un signal positif si nous répétons cette action. Quand j'ai vu tout le monde se lever, j'ai senti qu'il fallait que je fasse pareil. Sinon, je me serais sentie exclue. Une fois que j'ai commencé à les imiter, je me suis sentie bien plus à l'aise. Le conformisme est essentiel aux sociétés humaines, mais il peut aussi mener à de mauvaises habitudes ou à répéter d'anciennes erreurs. Cela explique pourquoi même les rebelles qui n'imitent pas les bêtises de leurs semblables finissent par rejoindre leur rang. Et il n'y a aucun d'eux qui sait pourquoi ils se lèvent. Hein. Juste, ils le font. Donc, voilà, je voulais rappeler ça. On a déjà parlé quelques fois, mais là, on le rappelle pourquoi. Parce que c'est ce mécanisme naturel qui peut être détourné facilement dans des contextes précis. Il suffit de donner l'impression à un individu qu'il y a un groupe conséquent qui pense telle ou telle chose. L'individu en question sera tenté de dire qu'il pense la même chose alors qu'en réalité, il n'a aucune idée de quoi il parle. C'est précisément la raison pour laquelle certains réseaux sociaux ont pris de l'ampleur tout d'un coup. Il y en avait d'autres avant, mais aucun parmi eux pouvait jouer un rôle aussi important que MySpace, Facebook, YouTube, Twitter, etc. etc. Okay? Donc, concrètement, cet outil, est-ce que vous comprenez un petit peu le poids quand même de ces outils de réseaux sociaux? Il est gigantesque. Il délivre les gens de leur propre perception
afin qu'ils adoptent les perceptions qui leur sont imposées. Il y avait même une expérience plus profonde avec les lignes, tu sais, de différentes longueurs. C'est ça. Où le gars, il devait dire quelle est la ligne la plus longue. Et les acteurs autour de lui, à un moment donné, ils disaient que la ligne la plus courte, c'était la plus longue. Et petit à petit, il s'est conformé à ça. Fèche ou je sais pas comment ça. Oui, c'est un truc comme ça. Et maintenant, transposer ça dans notre réalité. À quel point le système peut vous obliger à dire absolument le contraire de ce que vous voyez, clairement. Bon, on va parler du wokisme. Quand les gens, ils vous imposent de dire non, je suis pas une femme, alors que c'est une femme, visiblement. Et vous, qu'est-ce qui te fait croire que je suis un homme? Non, mais c'est ça. Mais si les gens autour de vous, ils disent bah d'accord, j'accepte et je ne t'appelle plus femme, ça veut dire qu'on se délivre de la vérité au profit de la manipulation. Tu peux appeler ça comme tu veux, du virus. Du virus. Rudy, tu as tassé un petit peu depuis le début du live. Je me suis tassé, parce que je pense à un truc, c'est que finalement, cette guerre de 5e génération, et donc le Twitter qui était dans les mains du FBI, et toute l'époque que tu décris là, du contrôle des réseaux sociaux, on est revenu à une espèce de statu quo où on était à l'époque de la télévision, en fait. En fait, je pense qu'il est aussi là le malaise, c'est qu'on a eu toute la génération de nos parents qui étaient devant la télévision, c'est-à-dire communication à sens unique, tu t'assois tous les jours à 20h devant la messe et puis t'écoutes un peu qu'est-ce que c'est la vérité du monde. Puis après on est arrivé dans ce monde justement réseaux sociaux, internet et compagnie, avec des gens qui ont commencé à créer du contenu pour que certains trouvaient intéressant, et donc on a pu commencer à communiquer sur tout un tas de choses, et d'un coup d'un seul, tout le monde avait voix au chapitre. Et donc dans un premier temps, tout le monde avait voix au chapitre a été mitigé par la masse, en fait, c'est-à-dire que tu avais les influenceurs qui étaient mis en avant, et tu en avais quelques-uns qui arrivaient à sortir du lot, et puis tout le reste était plus ou moins réduit à l'anonymat et au silence. Et lorsqu'ils ont perdu le contrôle de ça, parce qu'on a eu des gens comme Idriss Aberkan, Alexis Cossette, ou dans une moindre mesure peut-être nous, qui avons commencé à avoir une certaine notoriété et à faire passer des informations qui allaient à l'encontre du narratif, à être très dommageables, notamment dans l'époque d'urgence narrative qu'il y avait avec le Covid, où il était essentiel que tous les gentils moutons pensent bien la même chose, ils sont revenus à cette espèce de démonstration de force qui a été le début de leur échec, en fait, si on va par là. Tu te rends compte que quand ils ont commencé à censurer tout le monde, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, qui ont fait attendez, il y a quand même ok, peut-être qu'il faut pas croire tous les chapeaux en alu, mais là d'un côté supprimer tout le monde parce qu'ils disent des choses alors que le mec il est médecin, je veux dire ça a contribué. Chaque fois qu'ils font preuve de d'un excès de force, justement parce qu'ils sont en train de perdre la main, au final ça leur revient dans la gueule, en fait. C'est intéressant à constater ce phénomène. Est-ce qu'on a aussi observé la fin de la guerre de 4e génération et justement l'imposition de la nouvelle de 5e génération? Je sais pas, mais dans tous les cas... On va demander aux Ukrainiens, on va demander aux gens du Moyen-Orient en ce moment, la guerre de 4e génération, elle n'est pas finie. Oui, non, mais c'est pas... Oui, ok, c'est une 3e pour eux, mais restez avec moi pour comprendre où je veux en venir avec tout ça, en fait, parce que je vais à un endroit bien précis. Okay. Alors, YouTube, avec le temps, MySpace a disparu. Okay? YouTube est devenu le centre des influenceurs, qui sont rien d'autre que des bergers de troupeaux, des influenceurs de opinion publique, justement, et ils sont utilisés pour manipuler. Et quand quelqu'un ne va pas dans la même direction que ce qu'on leur demande, il se fait massacrer. Pensez à Norman fait des vidéos. Le gars, il a disparu parce qu'une histoire d'une nana qui a porté plainte, je sais pas quoi, des trucs comme ça. C'est un peu étrange parce que Norman, il n'était pas super chaud pour le narratif, de ce que j'avais compris. Et en fait, voilà, maintenant il est accusé de... Et c'est comme ça qu'ils font souvent avec les personnages publics qui ont une certaine influence. Ils essayent de les faire tomber à travers des accusations hyper étranges, en fait. Okay? Parfois, elles sont justes, mais parfois, elles sont juste utilisées à ce moment-là. C'est-à-dire, ils gardent ça contre eux, et soit tu fais ce qu'on te dit, soit, voilà, quoi, soit on te jette au loup. Oui, on a eu l'exemple de Russell Brand de quelques semaines. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, cette histoire-là. Vous avez vu, la dame, elle a dit, mais je me suis conformé, je me suis senti vachement plus à l'aise de faire la même chose que les autres, tu vois, faire preuve de conformité. Donc, appartenir au plus grand ensemble de gens possible. Et d'ailleurs, regardez, la réponse, au final, à ceux qui étaient dans l'information alternative, très souvent, c'était de les mettre dans une catégorie.
à laquelle les gens ne veulent pas appartenir. Par exemple, le terme extrême quelque chose, ou secte, ou ça. Et ça, il y a des réflexes automatiques chez les gens. Non, je ne veux pas être affilié et lié à ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui je ne veux pas faire partie de ce groupe. Et donc, voilà. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que cette information est partagée par ceux qui sont comme ça. Et ceux qui sont comme ça sont extrémistes, radicaux, complotistes, etc., etc. Et en le faisant, ce qu'ils voulaient, c'est rendre indésirable la volonté de s'intégrer dans ce groupe-là. Et du coup, par réflexe psychologique, tu vois, mais super, merci beaucoup Nico. Tout ce qui émane de ça est rejeté. Si on creuse un petit peu cette idée, pourquoi est-ce que les gens se sont soumis à l'autorité des gens qui te disent lui il est d'extrême machin donc il faut pas l'écouter en fait. Ça revient à une question d'autorité en fait. Ça revient à une question de se dire ok, même si je ne crois pas les médias, je n'ai pas envie que les médias me traitent de complotiste par exemple et donc du coup je vais ça donne lieu à des tu sais, là, on les a tous vus ces vidéos là. Je pense à Laurent Ruquier à un moment donné. Excusez-moi, je lève le doigt. Moi je suis pas complotiste. Hein, on prend toutes les pincettes. Je suis pas complotiste mais moi, je suis pas complotiste. Mais quand même, est-ce qu'on peut pas se dire que le fait qu'il y ait 0,002% de mortalité, on peut le prendre en compte peut-être, quoi, tu vois. C'est devenu, là, moi, je suis pas raciste, j'ai même un copain qui est noir, mais quand même, est-ce que, tu vois, c'est un petit peu le même genre. Mais d'ailleurs, c'est exactement le même phénomène qui est derrière. Non pas que le racisme ou l'antisémitisme sont des sujets qui n'existent pas, mais en France, ils ont quand même beaucoup tiré sur la corde que si t'es pas d'accord avec le narratif, alors t'es antisémite, et alors dans ces cas-là, soit tu t'excuses, soit on t'invite plus jamais, et puis ta carrière publique est tombe à l'eau. Ouais. Soit tu t'excuses, soit on t'excuse. c'est un peu ça. Alors, YouTube est devenu le centre des influenceurs. Facebook est devenu le centre des modes. Vous savez, Facebook est on va dire, l'origine de ce mal social où les gens montrent une vie qui n'est pas la leur. Et ils donnent l'impression, tu sais, ils montrent que des belles photos dans des voyages, etc., etc. Et ils donnent l'impression que ces personnes-là ont des vies waouh, alors qu'en fait, ces personnes-là, elles s'ennuient terriblement. Mais le problème, c'est que les gens qui regardent de l'autre côté, ils se disent « Oh là là, regarde la vie de cette personne-là, pourquoi moi, je n'ai pas la même ?» Et du coup, ils commencent à entrer en dépression. Donc, la réalité montrée dans les réseaux sociaux, elle est complètement déconnectée de la vraie réalité. Sur Facebook, les gens ne font pas caca, tu vois. C'est un peu comme Franck Dubosc, tu vois. Non, ça n'existe pas, tu vois. Alors, donc, Twitter a commencé à jouer un rôle politique important qui s'est manifesté avec le printemps arabe pour la première fois. D'accord? Donc, le printemps arabe, vous vous rappelez de l'importance des réseaux sociaux à ce phénomène-là, qui a quand même fait tomber des gouvernements et a remplacé des présidents. Donc, maintenant, sujet important. Internet. Est-ce qu'Internet ne serait pas la matrice? L'Internet est en grosse partie la source d'une réalité fictive qui se superpose à la réalité, la vraie. Les autres parties sont les médias mainstream et les institutions, mais là, nous nous concentrons surtout sur Internet. Outre le fait que ce dernier a permis à la destruction de la vie privée, il permet aussi de contrôler l'opinion publique. Le monde selon Internet n'a pas grand-chose en commun avec la réalité. La perte de nos vies privées leur permet d'utiliser nos opinions pour nous enfermer dans des bulles intellectuelles et se déconnecter de plus en plus du réel. Qu'est-ce que ça fait les bulles? Qu'est-ce que c'est que ces bulles intellectuelles? Ton moteur de recherche, il apprend à te connaître. Il voit que tu écoutes telle musique, il voit que tu regardes tel genre de film, il voit que tu lis tel genre de livre si tu lis. Il voit que tu aimes ce genre de sport, il voit que tu es de ce gouvernement, enfin de ce parti politique-là. Donc du coup, dans tes recherches, il va mettre en priorité ces résultats-là. Le truc, c'est que la personne qui cherche, elle se dit pas ça. Elle se dit, oh, ma réponse, enfin la réponse qui apparaît en premier, c'est typiquement le genre de réponse que j'utiliserais, enfin qui s'adresse à moi. Dans ce cas, ça veut dire que je suis du bon côté. Et du coup, elle croit qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire les gauchistes, ils sont enfermés dans des bulles de gauche. Les droitistes, ils sont enfermés dans des bulles de droite. Les nationalistes sont enfermés dans des bulles nationalistes, etc., etc. Et chacun, avec le temps, se radicalise en pensant qu'il il a l'idée parfaite, en fait. C'est qu'il est dans le camp du bien. Oui, Nico, tu voulais dire? D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience puisque j'avais créé un compte Twitter, un deuxième compte, vu que j'étais bloqué par
nos camarades, nos compères, en quelque sorte. Et du coup, j'ai créé un autre compte et je me suis dit, sur ce compte-là, je vais suivre vraiment la rhétorique officielle, parfaitement. C'est-à-dire que Le Monde, LCI, machin, tous ceux qui vendent la rhétorique. Et je peux vous dire que Le Monde sur ce Twitter-là n'a rien à voir. Vous allez voir. Et parfois, par mégarde, je reste sur l'autre compte, je dis, ça crée même une certaine c'est perturbant. C'est très, très perturbant. Parce qu'à un moment donné, tu commences à être conforté complètement dans des idées complètement différentes dans ces choses-là. Donc, tu peux tomber dedans aussi. Et du coup, ça fait quoi? C'est que ça modifie donc ta perception. L'effet bulle modifie ta perception de la réalité. Qu'est-ce qu'on a dit en guerre de 5e génération? Ça se focalise sur la perception. Alors, les deux camps, maintenant, dans cette guerre de 5e génération, comprenez que dans cette guerre de l'information, les deux camps qui s'affrontent ne sont pas ceux qui suivent la rhétorique politico-médiatique contre ceux qui ne suivent pas la rhétorique politico-médiatique. Internet est utilisé pour contrôler les deux pôles. Dans chaque situation, elle va essayer de définir pour vous le gentil et le méchant selon vos prédispositions intellectuelles. Finalement, les véritables camps sont ceux qui voient la réalité à travers le prisme qu'Internet leur donne ou ceux qui voient avec leurs propres yeux. Vous comprenez? Ne voyez pas les camps à l'horizontale, voyez-les à la verticale. Il y en a un. Combien de fois je tombe sur des gens qui m'expliquent, Léo, c'est super ce que vous faites, mais tu te trompes sur tel sujet ou tel sujet, et qui me parlent de, je sais pas, des vibrations. OK? Et je dis, OK, moi je suis d'accord, parlons de vibrations, parce que je pense essentiellement que la réalité est composée d'énergie en vibration. Et selon la fréquence de vibration, ça donne telle ou telle chose. OK? Mais explique-moi, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, mais tu comprends la 5D, machin. Explique-moi, c'est quoi la 5D? C'est quoi les autres? La 4D, 3D, 2D, etc. Ah ça, va voir cette vidéo-là pour comprendre. Va lire cet article. Non, explique-moi toi, qu'est-ce que tu as compris toi? Non, mais je ne peux pas parce que voilà. Et je donne l'exemple de la 5D. Il y a des gens qui l'expliquent très bien, mais l'écrasante majorité parle de ça sans avoir la moindre idée de quoi ils parlent. Ensuite, par exemple, pour la guerre en Ukraine, quand tu parles aux gens de Donbass, quand tu parles aux gens des crimes commis par le gouvernement ukrainien, quand tu parles aux gens de la fausse pseudo-révolution en Ukraine de 2014, la Maïdan et tout ça, ils n'ont absolument aucune idée. Par contre, ils vont te dire, ah non, Zelensky c'est le gentil, Poutine c'est le méchant, et c'est comme ça. Et Poutine a lancé Hiroshima et Nagasaki aussi, parce qu'il y en a qui ont fini par le croire, ça. Ouais, mais alors du coup, c'est pas que j'ai un problème, mais j'ai une question que je voulais te poser au début, et puis je veux dire, tu me la sers sur un plateau, parce que finalement, ce qu'on sait sur l'Ukraine, nous trois, un peu en particulier Nico, puisque c'est lui qui l'a suivi, ou moi sur ce que je sais sur les États-Unis, ça ne sort que d'une chose, c'est d'Internet. Donc aussi soumis à ces bulles, à ces filtres, à tous ces pièges en fait. Donc voir avec tes propres yeux, à part voir les gens avec qui tu interagis, ta famille, tes voisins, tes proches, ton entourage, tes collègues de travail, et les 2 kilomètres qui sont autour de chez toi, finalement, tu vois rien du monde de tes propres yeux en fait. Donc, exactement, et c'est une des raisons pour laquelle je vous dis, soyons attentifs, même à Q, même à Trump, même à Flynn, même à tout le monde. Parce qu'il se peut, dans une guerre de 5e génération, qu'il soit justement celui qui est présenté comme le gentil. Parce que comme toujours, il te crée le méchant et il t'offre aussi le gentil en face. Donc, il faut qu'on reste attentif, et c'est pour ça que moi je dis, je ne crois pas que Q et Trump, etc. sont les gentils, ils sont nécessaires dans la rhétorique, tu vois. C'est comme ça. Et c'est là où, parfois, il y a des divergences d'opinion entre nous. C'est pour ça que je ne crois en rien d'autre que ce que je vis en réalité. Pas de ce que je vois, mais de ce que je sais. De ce que je sais pertinemment, et je dissocie les choses que je sais par expérience personnelle par les choses que j'ai apprises via Internet. Et ça, c'est un travail extrêmement important qui est salvateur et qui fait que
Tu ne tombes pas dans la dépression, tu n'as pas l'impression que le monde est mauvais, tu n'as pas l'impression que la vie ne sert à rien et toutes ces choses-là, en fait. Parce qu'Internet est là pour te donner cette impression que l'humanité est pourrie, en fait. Ils font cette projection qui pousse beaucoup de gens à finir par croire que l'humain est un cancer pour la Terre. Or, ce sont ceux qui sont le cancer de la Terre qui propagent ce genre d'idéologie. Vous comprenez? Donc, au final, oui, tout ce qu'on fait, nous, comme travail d'information, même si on double-check, on triple-check, etc., on vous dit quoi? Finalement, ne nous écoutez pas. Ne nous prenez pas comme vérité absolue. Suivez votre cœur. Pas les décodeurs, pas ADNM, pas Y-Files. Mais personne d'autre aussi. Juste votre cœur. C'est vrai ou pas? C'est ce qu'on fait depuis le début. Bien sûr. Ben voilà. Après, pour l'exemple concret, voir avec tes propres yeux. Pour l'exemple de l'Ukraine, puisque c'est celui qui me concerne, d'accord? Il y a eu une période durant laquelle je ne suis pas allé en Ukraine pendant 6 ans. C'était de 2010 à 2016. Sinon, j'y allais tous les ans à peu près. J'ai des souvenirs d'enfance de l'Ukraine, de la relation entre les Russes, les Ukrainiens, tout ça. C'est quelque chose qui m'a imprégné. Je l'ai vu de mon vivant, comment ces gens vivaient ensemble. Et puis, après cette pause, après la révolution de 2014, je me suis aperçu à quel point progressivement les choses ont commencé à basculer dans le sens de la... D'abord, c'était un peu de la division, de l'éloignement. Maintenant, c'est au stade de la haine. D'accord? Donc, il y avait quelque chose qui s'est produit. Pour moi, c'était un laps de temps où je n'étais pas en Ukraine, que je n'ai pas vécu, mais j'ai pu observer du coup le avant et le après. Et donc, du coup, avec ces reculs, j'ai dû m'intéresser à ça et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui a été ensoufflé dans l'esprit des gens. Et ça, c'est une expérience personnelle parce que toi, tu as ta famille qui est là-bas. Et tu as de la famille dans les deux camps. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, et c'est pour ça que ton opinion est extrêmement importante dans le sujet-là, tu vois. Et ça donne de la pertinence, mais même quand c'est toi qui le décris, encore une fois, les gens qui nous regardent doivent comprendre que ce qu'ils reçoivent, c'est la perception de Nikolai, de ce qu'il a entendu, de la perception des personnes qui l'entourent. Donc au final, c'est une vérité qui est plus stable que les autres, mais qui reste quand même instable toujours pour le public qui regarde. Exactement. Pour toi, Nico, c'est la vérité, mais pour ceux qui nous regardent, ça peut ne pas l'être, tu vois. Donc, c'est important de... Vas-y. Excuse-moi, parce que là, tu viens d'ouvrir une porte qu'on est obligé d'ouvrir. Alors peut-être qu'on va la refermer immédiatement, mais tu vois, ce que tu viens de dire, ce que tu présentes comme la vérité, pour certaines autres personnes, la vérité ne l'est pas. Donc oui, et c'est encore le même problème qui revient toujours, des vérités personnelles, de la vérité objective, de comment est-ce que ces vérités s'hiérarchisent, et au final, est-ce qu'il n'existe pas quand même, au final, une vérité sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord, de dire, ça c'est la vérité, quoi. Donc, exactement. Et c'est cette vérité-là que justement nous devons tous chercher. Une vérité universelle qui s'applique aux gentils comme aux méchants, aux riches comme aux pauvres, aux gauches comme aux droites, en haut comme en bas. Une vérité pour tout le monde. Et ça existe, mais cette vérité-là ne doit pas être imposée, tu vois, et que l'individu arrive par conformisme. Il faut que ce soit une vérité aussi simple que la gravité. Tu jettes un truc, ça tombe par terre. Et jusqu'à preuve du contraire, une pierre, quand tu la jettes, ça ne va pas vers le ciel. Ça finit sur la terre, à moins que tu le jettes au-delà de la vitesse de mise en orbite, tu vois. Donc, il y a cette vérité universelle et c'est celle-ci que je vous conseille fortement de trouver. Alors, on va parler peut-être de cette vérité-là dans le prochain Y-File. Ça me paraît un sujet pertinent. Comment définir cette vérité-là? Parce que là, on est dans un sujet spirituel. Cette vérité-là ou la vérité? Parce que c'est très différent. Hein. La vérité universelle. Déjà, voir l'ampleur de cette vérité universelle, jusqu'à quel point elle peut être universelle. D'accord? Parce que si on se pose devant une cathédrale, la personne qui est devant et qui regarde l'entrée ne voit pas la même chose que celui qui est derrière. Les deux regardent une vérité universelle parce que si lui, il va à la place de l'autre, il va voir la même chose, mais tant qu'il ne l'a pas fait, il ne peut pas le voir. Donc jusqu'à quel point on peut parler de vérité universelle? Mais en tout cas, c'est celle-ci que nous devons tous chercher et finalement... Oui. Est-ce qu'elle existe toujours, la vérité universelle? En fait, c'est une question un petit peu corollaire à celle que tu viens de poser, quoi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours une vérité universelle dans toutes les situations.
Tu prends un couple, par exemple, tu parles à la fille, elle va te dire ah, mon mari, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu vas dire ah, il est vraiment pas cool. Tu parles au mari, il va te dire ah ouais, mais elle m'a fait ça, elle m'a fait mal, elle est vraiment pas cool. Au final, est-ce qu'il y a une vérité universelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a raison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tort? Est-ce qu'il y a pas... Oui, la vérité universelle, c'est quand tu prends en compte le passé individuel de chaque individu et quand tu prends les deux versions et tu les confrontes l'une face à l'autre sans jugement pour essayer de sortir finalement. Et finalement, ce que tu vois, c'est des malentendus en fait. Parce que justement, la personne qui est du côté de la façade de la cathédrale essaie de convaincre celui qui est de l'autre côté qu'en fait, non, la cathédrale, c'est une porte. Tu vois? Et forcément, voilà. Ouais, Oui, en fait, si tu veux, ça rappelle un peu cette vérité où nous faisons tous d'entre nous ne faisons qu'un, d'accord? Donc la vérité, elle doit faire qu'un. C'est comme un énorme puzzle, d'accord, qui est découpé en combien on est? 8 milliards de pièces, supposons ça, d'accord? Et du coup, si tu veux l'assembler, bah, tu l'assembles, et bim, il y a une pièce, tu vois, tu sais qu'elle doit aller là. Mais elle rentre pas parfaitement. Donc tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc soit tu dois la retailler, soit tu dois faire autre chose pour en faire la vérité universelle. Mais c'est un énorme puzzle à reconstituer entre tous les humains, parce que bon, personne n'est complètement dans le faux. Là, on est en train de se dissiper un petit peu dans des sujets philosophiques trop lointains de l'essentiel, qui est essayons de séparer dans nos têtes les choses que nous connaissons de notre propre expérience directe par les choses que nous apprenons sur Internet. Et mettons ces deux choses-là dans des catégories différentes.